Vous le savez, nous sommes à Eurexpo à Lyon pour Global Industrie dans cette matinale de l'industrie qui touche bientôt à sa fin. J'ai le plaisir de recevoir Marc Ferracci. Bonjour. Merci d'être avec nous, ministre, je le disais, de l'Industrie et de l'Énergie. Vous avez publié le baromètre industriel de l'État, hein, c'est tout frais, c'est ce matin. Il montre que la réindustrialisation marque le pas, même si elle se poursuit. 89 ouvertures d'usines. Est-ce que vous espériez mieux en 2024? D'abord, vous l'avez bien dit, la réindustrialisation, elle se poursuit. Et ça, c'est un élément important qu'il faut avoir en tête dans un environnement qui est compliqué d'un point de vue international, d'un point de vue politique, en politique française. Et c'est vrai qu'il y a d'abord un message d'optimisme que je veux retenir de ce chiffre. 89 ouvertures ou extensions nettes de sites. Il y en avait plus l'année dernière, il y en avait plus l'année d'avant, c'est vrai. Donc il y a un ralentissement qu'on constate d'ailleurs, hein, parce qu'on sait qu'il y a des filières industrielles qui sont en difficulté. C'est l'automobile, c'est l'acier, c'est la chimie. Et d'ailleurs, ça se retrouve dans les chiffres de fermeture de sites. Mais vous avez aussi des filières qui sont dynamiques, en particulier les industries vertes. Et c'est là-dessus qu'on peut s'appuyer. Dire aussi que la décarbonation, c'est ce que révèlent les chiffres de ce baromètre. C'est une belle opportunité pour créer de l'activité industrielle. Alors justement, si on regarde de plus près, il y a effectivement des disparités importantes dans les territoires et dans les filières. On parlait à l'instant d'énergie décarbonée. Ce sont elles qui tirent l'industrie verte. Ça veut dire que ça y est, le mouvement est réellement enclenché? En tout cas, il y a une détermination sans faille de concilier nos objectifs climatiques et notre réindustrialisation. Et moi, je suis convaincu qu'on peut y parvenir parce qu'on a des filières industrielles qui se structurent. Et vous savez, la décarbonation, ce n'est pas simplement les énergies renouvelables, c'est aussi le nucléaire. On va engager la construction de nouveaux réacteurs nucléaires. Les enjeux de recrutement dans la filière nucléaire dans les 10 prochaines années, c'est 100 000 recrutements. Donc vous voyez qu'il y a de belles nouvelles qui sont déjà à l'agenda. Vous parlez des EPR2. Les EPR2, tout à fait. Et donc on a besoin quelque part, et c'est pour ça aussi que je suis ici au Salon Global Industrie, d'envoyer un message d'optimisme, de résoudre des problèmes d'attractivité des métiers, parce que j'ai discuté depuis ce matin avec beaucoup d'industriels qui m'ont dit qu'ils avaient des obstacles devant eux, en particulier l'obstacle du recrutement, comment est-ce qu'on trouve des compétences, comment est-ce qu'on trouve des talents. C'est là-dessus qu'on doit se mobiliser collectivement. Vous parliez des disparités, je parlais des disparités tout à l'heure et de la difficulté peut-être de recruter dans certains territoires parce que tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. On est ici en région Aura, ça va plutôt bien en matière industrielle ici. En revanche, Grand Est, Hauts-de-France sont en difficulté. Là, c'est quoi? C'est un changement total du tissu économique qu'il faut repenser pour relancer l'attractivité aussi de ces régions? C'est vrai que certains territoires ont une empreinte industrielle, ont un tissu industriel qui est beaucoup composé de ces filières qui sont confrontées à la concurrence internationale très forte. C'est encore une fois l'automobile, la sidérurgie, qui ont besoin d'assumer aussi des défis comme la décarbonation, le changement de modèle. Et ça produit effectivement des difficultés. Ça engage des enjeux très importants, la diversification chez les équipementiers automobiles. On a besoin aujourd'hui de se doter d'instruments au niveau français et au niveau européen pour accompagner cette diversification. Et d'ailleurs, on y parvient parce que il y a quelques jours, la Commission européenne a fait des annonces qui vont complètement dans le sens des propositions que nous portions avec la France sur le soutien à la filière automobile européenne, soutien à la demande, soutien aux équipementiers, meilleure protection aussi contre une concurrence qui est parfois déloyale. Je rebondis justement parce que pour l'automobile, vous avez dit, tout comme je crois Stéphane Séjourné, que c'était une piste de les faire participer à l'effort de défense. C'est réellement une piste que vous envisagez? Et vous savez, dans notre base industrielle de défense, il y a à peu près 4000 entreprises, il y a 200 000 salariés, et un certain nombre de ces entreprises, les petites, les entreprises de taille moyenne, elles travaillent à la fois pour le civil et pour le militaire. Et donc, on a évidemment, en structurant nos filières industrielles, en réindustrialisant le pays, en soutenant l'acier, en soutenant la chimie, on a des outils pour renforcer notre base industrielle de défense. Et donc, il y a évidemment des opportunités à saisir. Moi, je ne pense pas que la situation difficile que nous vivons au niveau international et géopolitique soit une opportunité, mais il est évident que certaines entreprises, j'étais en Haute-Marne il y a quelques jours pour saluer la reprise d'une entreprise d'acierie qui s'appelle Hachette-Driou, qui se repositionne sur les sujets de défense et de nucléaire. Ça, c'est un exemple de diversification qui est évidemment très vertueuse. Ça veut dire que dans le contexte géopolitique actuel, on a peut-être finalement de nouveaux atouts en matière de défense notamment face à la concurrence internationale? Mais la France est le pays européen le mieux positionné sur les industries de défense, on le sait. C'est aussi parce qu'on a fait les efforts pour réindustrialiser le pays. Il y a encore des choses à faire et des obstacles à franchir. On sait que les coûts de l'énergie sont un sujet. J'en discute beaucoup et je l'entendais encore ce matin sur le Salon Global Industrie. Nous avons besoin de réfléchir collectivement à la manière de continuer à baisser
baisser le coût du travail parce qu'il a baissé ces dernières années, mais je pense qu'on ne fera pas l'économie dans les prochains mois d'une réflexion sur le financement de la protection sociale et la manière dont on baisse le coût du travail. Donc il y a des obstacles à franchir, mais pour répondre à votre question, oui, on a des atouts dans notre manche et on va essayer de les jouer avec la plus grande efficacité possible. Puisque vous parlez de baisser le coût du travail, vous avez présenté dans les colonnes du journal Le Point un plan pour l'industrie. J'ai relevé, alors pêle-mêle, quelques points saillants. L'extinction de certaines normes, c'est vrai que c'est réclamé depuis des lustres. J'ai envie de vous dire à quand le passage à l'acte. Sur les emplois vacants, 70 000 dans l'industrie, vous dites qu'il faut renforcer l'apprentissage. Ça ne va pas combler le manque actuel, mais il faut prendre le chemin. Mais il faut actionner tous les leviers. Il n'y a pas une solution simple. Jouer sur le coût du travail, jouer sur le coût de l'énergie, simplifier au niveau français et au niveau européen. Là aussi, je remarque que les lignes bougent. La Commission européenne a notamment annoncé qu'elle allait assouplir et reporter l'application de certaines directives qui pèsent beaucoup, il faut bien le dire, sur un certain nombre d'entreprises industrielles. La directive CSRD, la directive CS3D sur le devoir de vigilance. Ça, ce sont des évolutions qu'on n'envisageait pas il y a quelques mois et qui, aujourd'hui, vont être mises en œuvre. Donc on voit que les choses bougent, il faut qu'elles bougent vite. Et moi, c'est le message que j'ai porté hier à Bruxelles dans le cadre d'un conseil compétitivité. On ne peut pas attendre. Notre industrie, elle est dans l'urgence, à la fois sur l'innovation et sur la défense des filières en difficulté. Dernière question sur la compétitivité, justement, des entreprises françaises. Le MEDEF, lui, veut qu'on actionne la TVA. Est-ce que c'est une option sur la table pour vous? Excusez-moi, la question c'est? Excusez-moi, bon, j'avais quelqu'un dans l'oreille en même temps. Sur la compétitivité des entreprises françaises qui est en jeu, est-ce que vous mettez le sujet de la TVA sur la table ou pas, comme le souhaite le MEDEF? Quand j'évoquais la baisse du coût du travail, j'évoquais l'idée de réfléchir au basculement d'une partie du financement de la protection sociale qui aujourd'hui pèse beaucoup sur le travail vers d'autres assiettes. Alors certains proposent de le basculer sur de la TVA. Moi je ne dis pas que c'est la bonne solution, mais c'est par exemple le MEDEF qui propose ça. D'autres proposent de basculer ça sur l'impôt foncier par exemple. Certains économistes le font, d'autres encore sur la CSG. Moi, toutes les options sont à regarder. Je n'ai pas de religion, mais je pense qu'on doit avoir ce débat parce qu'aujourd'hui il y a un vrai enjeu sur le coût du travail. Il faut renforcer la compétitivité de nos industriels pour qu'ils arrivent à monter en gamme et à lutter à armes égales dans la compétition internationale. Merci beaucoup. Monsieur le ministre, d'avoir été avec nous ici. Je vous laisse continuer votre tour du salon. Évidemment, il y a beaucoup de choses à voir ici à Eurexpo Lyon. Merci d'avoir été avec nous dans la matinale de l'industrie.